une production du Studio SF. Bonjour tout le monde, bienvenue à Science Radio, le podcast où on plonge dans des sujets scientifiques, d'actualité et où on vient déboulonner des mythes avec nos invités pour répondre à toutes sortes de questions que vous posez, que nous, on se pose. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et je suis en compagnie de Kevin L'Espérance, épidémiologiste et biochimiste. Ce projet est rendu possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et du scientifique en chef. Et si en plus de Science Radio, vous êtes curieux de suivre l'actualité scientifique et d'apprendre plein de choses intéressantes, faites comme nous et allez suivre le scientifique en chef sur ses réseaux sociaux. Kev, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de douleurs chroniques, puis c'est vraiment fascinant parce que je me retrouve beaucoup dans cet épisode-là. Moi qui souffre de douleurs chroniques, il n'y a pas un matin où je me lève sans me dire « Hey, j'ai mal à quelque part. » Puis il y a vraiment eu un avant-après cet épisode-là dans l'auto quand on s'en venait, puis après. Puis aujourd'hui, on a été super choyés de recevoir le physiothérapeute Alexis Goujon, qui en plus d'être physiothérapeute, clinicien, est aussi idéateur du balado Parle-moi de santé, les conférenciers, formateur pour les médecins. Donc vraiment quelqu'un de super calé, vraiment excellent vulgarisateur. C'est fou tout ce qu'on a appris. c'est débile. Puis moi, je pensais vraiment que toutes mes douleurs, là, la cause de mes douleurs, c'était vraiment physique. Mais on a parlé beaucoup de mental. Puis ça, c'est une tangente à laquelle je ne m'attendais pas. Oui, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment plus de leviers d'intervention qu'on peut avoir pour traiter la douleur chronique et potentiellement s'en débarrasser. Donc, bonne écoute! Allô, Kev? Salut, Myriam. Bonjour. En Salut. présence de Alexis Goujon. Ça fait drôle de dire ton nom au complet. Physiothérapeute, idéateur, animateur du balado Parle-moi de santé, conférencier, formateur pour les résidents en médecine. Est-ce que j'oublie certaines des choses que tu fais? Clinicien? Ça ressemble à ça. Ouais, papa d'un chat orange avec des pouces. Exactement. Oui. Le plus cute de tous. Qui contribue d'ailleurs à ton matériel éducatif. En partie. En partie. Moi, j'ai un conflit d'intérêt à déclarer tout de suite avant de commencer. C'est vrai, ça, c'est Alexis, important. Myriam et moi, on se connaît très bien. Là. Ça fait, on a plusieurs projets ensemble, dont un qui s'appelle Science Influence. Hein. Donc, on travaille en vulgarisation scientifique, notamment pour les influenceurs et les influenceuses, à les responsabiliser un peu. Donc, c'est notre petit conflit d'intérêt ici. Mais Alexis, aujourd'hui, est avec nous parce qu'il y a une expertise particulière en douleur chronique, qui est le sujet de notre balado aujourd'hui. Myriam, est-ce que tu veux nous en dire plus un peu sur la douleur chronique, la définition de la douleur chronique? Ben oui, mais en fait, je pense que c'est important de mettre en contexte que c'est quelque chose qui affecte environ une personne sur 5 au Québec. Les stats sont autour de 20 à 30 de la population mondiale, donc c'est quand même... 20 à 30 quoi? 20 à 30 OK. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as pas dit Ah, parce que je dis tout le temps 100 Ah, OK, mais là, c'est 100%. pas 100 20 à 30 Puis selon le International Association for the Study of Pain, quand on parle de douleur chronique, ce serait une expérience sensorielle et émotionnelle déplaisante qui serait associée ou non à des lésions de tissu. Ça va être intéressant d'y revenir. Qui aurait une durée supérieure à 3 mois. Alexis, est-ce que je résume bien? C'est un peu Ouais. compliqué, là. Mettons, très là, bien. si on parle de symptômes de douleur Ouais. ou de douleur à proprement parler, là, qu'est-ce qu'on entend par ça? Ben, tu sais, dans la définition de la douleur chronique, tu sais, qui est exactement celle que tu viens de vulgariser, moi, en général, j'ai tendance à séparer les deux aspects, c'est-à-dire de définir l'aspect de douleur, qu'est-ce que c'est, puis de définir l'aspect chronique. OK? Parce que la douleur chronique, c'est comme une étiquette qu'on a donnée à n'importe quelle douleur qui persiste depuis plus de 3 mois. Mais si tu demandes à la population générale, tu sais, décrivez-moi ce que ça veut dire pour vous, la douleur chronique, ils vont vous dire des choses comme « Ah, ça, c'est du monde qui ont des problèmes dans la tête. Ça, c'est du monde qui ont des douleurs dans leur tête. Ça, c'est du monde qui ont des douleurs puis qui sont paresseux. Ils ne veulent pas faire grand-chose. » Donc, il y a un aspect très péjoratif à la douleur chronique. Puis même, il y a beaucoup de gens qui ont de la douleur chronique qui pensent même pas qu'ils rentrent dans la définition en tant que telle. Fait que c'est pour ça que si on définit les deux, mettons, prenons l'aspect la douleur, qu'est-ce que c'est? Puis ça, c'est une définition qui a été mise à jour en 2020. On a passé presque 40 ans avec la même définition de la douleur, puis l'IASP, qui est l'organisme international qui fait l'étude de la douleur, puis c'est eux un peu qui chapeautent l'évolution des définitions puis de la recherche. Ben, en 1979, il y avait une définition, puis ils l'ont refaite seulement en 2020. Puis honnêtement, la définition, elle n'a pas beaucoup évolué en tant que les termes qu'on utilise. Ce qui a beaucoup changé, c'est un peu les notes de bas de page qui expliquent pourquoi il faut un peu revoir comment
pense et comment on définit la douleur. Fait qu'on reprend la définition que vous avez dit. La douleur en tant que telle, c'est une expérience qui est désagréable en tant que telle. Puis ça peut être, c'est sensoriel et émotionnel. Puis c'est associé ou s'apparentant être associé à des lésions ou dommages potentiels ou réels des tissus. Fait qu'il y a comme plein de choses à décortiquer. Prenons l'aspect expérience. La douleur, c'est pas une sensation. Okay? C'est une expérience. C'est-à-dire que la façon qu'on va être entouré, le contexte dans lequel on est, notre état d'esprit, nos expériences antérieures, nos croyances, nos pensées, tout ça, ça module l'expérience de la douleur. De la même façon que quand tu vas voir un bon film, c'est au-delà de juste la qualité du film qui définit ton expérience. Les gens avec qui tu es, l'environnement sonore, l'ambiance. Y a-t-il quelqu'un qui tousse tout le long du film? Fait que ça influence l'expérience. Donc c'est, juste pour résumer, faire ça clair pour tout le monde, ça veut dire que à douleur égale, là, conceptuellement. Là. À douleur égale, toi puis moi, on a la même douleur, la même expérience, le même déclencheur, exact. La façon dont on va expérimenter ou réagir face à cette douleur-là va être différente. C'est ça? Exactement. Donc, prenons un exemple concret. Kevin, tu te fais une entorse à la cheville de grade modéré. Myriam, tu te fais une entorse à la cheville de grade modéré. Okay? Mettons qu'on est capable de mesurer, il y a eu la même force à la cheville, on fait une mesure d'IRM, puis on voit une imagerie par résonance magnétique, puis on voit qu'il y a le même dommage au tissu. Bien, Kevin, tu peux avoir une expérience de douleur complètement différente de Myriam. Et ça va être dépendant de toutes sortes de facteurs qu'on va discuter aujourd'hui. Ça, c'est intéressant parce que ça donne toutes sortes de leviers d'intervention différents pour chaque personne. Ça, dans les messages... En même temps, ça complexifie la chose parce qu'il n'y a pas une douleur qui peut être pareille. Exact. Puis c'est là la pertinence, quand on parlera d'intervention, c'est d'individualiser le plan de match à chaque personne parce que c'est pas vrai qu'une entorse de cheville, il y a un plan de match de A à Z pour traiter ça. Oui, pour la partie lésion de la structure, blessure physique, mais la personne qui vit les symptômes d'une entorse d'une cheville, ben, cette personne-là doit être traitée de façon très individualisée selon les facteurs qui influencent sa douleur à cette personne-là. OK. Donc là, on va revenir à la définition. Ça, c'est le terme expérience. Ouais. Après ça, sensoriel, tout le monde est capable de sentir pourquoi l'expérience est sensorielle. On ressent quelque chose. C'est une sensation qui est désagréable. Et émotionnelle. Donc, il y a du monde qui, par leurs émotions, par leur trait de personnalité, par leur façon de voir le monde, peuvent percevoir la douleur comme étant quelque chose de mauvais. Puis, il y en a qui peuvent percevoir comme quelque chose de « c'est pas trop grave, ça risque de passer, puis je vais juste vaquer à mes occupations ». Fait qu'il y a l'influence des émotions. Puis après ça, il y a le terme désagréable. Fait que par définition, la douleur, c'est désagréable. Fait que je m'attaque souvent au mythe suivant, tu sais, de la bonne douleur, là, où ça, c'est une douleur qui fait du bien. Techniquement, ce serait une oxymore. C'est-à-dire, c'est comme ces deux éléments qui sont... On pas ensemble. Exactement, qui sont aux antipodes. Donc, par définition, pour dire que c'est de la douleur, il faut que ce soit désagréable. Donc aller au gym, forcer bien fort sur le bench, revenir, avoir un peu mal aux pectoraux... Proprement parler, c'est pas de la douleur. Ça dépend pour qui. Okay? Fait que techniquement, on pourrait le rentrer dans la douleur si on considère ça comme une expérience désagréable. Puis on s'entend par désagréable, ça veut pas dire que tu es au bout de ta vie sur ton divan en train de pleurer. Ça veut juste dire que tu trouves que c'est un désagrément puis ça dérange ta journée. Okay? Fait que ça, c'est l'aspect désagréable. Puis après ça, on a l'associé ou non à des lésions potentielles ou réelles. Fait que c'est ça l'élément le plus important. Puis je pense que les gens ont vraiment de la misère. On dirait que le cerveau humain a de la misère à conceptualiser que le corps n'est pas juste une machine mécanique. Tu sais, c'est un organisme vivant. Fait qu'il y a une interaction entre l'organisme physique, OK, donc la biologie du corps humain, les articulations, les muscles, les nerfs, les os. Mais tout ça est régulé par un ordinateur qui est notre système nerveux. Tu sais, fait qu'on rentre là-dedans le cerveau, la moelle épinière, qui est une espèce de gros cordon qui passe dans notre colonne vertébrale, puis tous les nerfs qui se rendent vers notre corps. Puis cette espèce de cerveau-là, ou l'ordinateur, comme j'aime bien l'appeler, va moduler la réponse de douleur, puis tantôt, on aura la chance d'en parler. Fait que tout ça pour dire que t'es pas obligé d'avoir une vraie blessure structurelle pour avoir une douleur. Puis l'exemple, pas besoin d'avoir une entorse, une fracture. T'es pas obligé d'avoir un dommage physique à une structure du corps. Puis quand les gens ils me disent « Explique-moi comment c'est possible », il y a quelques exemples très faciles. Exemple numéro 1, si tu as une bougie qui est allumée puis que tu mets ta main au-dessus de la bougie, tu commences à descendre ta main. La première chose qui va se passer, c'est que tu vas sentir de la chaleur. Mais ça risque d'être réconfortant. Après ça, si tu descends plus loin, tu vas avoir une douleur. Donc, tu vas arriver à un point où la chaleur est telle que ça génère une douleur. Donc, tout le monde serait capable de dire « En ce moment, j'ai une douleur », mais tout le monde est aussi capable de dire « Je n'ai aucun dommage qui a été créé. » Pas de brûlure. Et là, si on combine
trop de temps d'exposition à cette chaleur-là ou une proximité pendant trop longtemps, bien là, on peut avoir une brûlure. Puis là, on va avoir possiblement, dépendamment du grade de la brûlure, une lésion structurelle. Donc, oui, les lésions structurelles, ça cause en partie les douleurs, mais c'est pas assez pour expliquer l'ensemble des facteurs qui amènent une douleur. Puis ce qui est super important de comprendre, puis dans le contexte qu'aujourd'hui on va parler de douleur chronique, quand la douleur est rendue chronique, la majorité du temps, la lésion structurelle initiale, s'il y en a eu une, elle est importante, mais c'est peut-être pas l'élément le plus important sur lequel on doit mettre de l'attention, parce que plus une douleur dure depuis longtemps, moins on est capable de voir avec des études une corrélation entre la quantité de dommages, entre guillemets, de dommages structurels et le niveau de douleur ou le niveau d'incapacité ou même le niveau de fonctionnement des gens. Fait qu'autrement dit, Kevin, tu pourrais avoir une entorse de cheville grade 2, modérée, mais être capable, dans 2-3 jours, de marcher, courir dessus. Alors qu'il y en a d'autres, pour la même entorse de cheville, ça pourrait durer 3 mois, 6 mois, puis ils sont même pas capables de mettre du poids dessus. Ils ont de la misère à vaquer à leurs occupations. Fait que c'est là qu'on voit que la quantité de dommages, entre guillemets, ne va pas toujours prédire ni le niveau de douleur, ni le niveau de fonctionnement, puis ni le pronostic à long terme, c'est-à-dire dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, à quoi vont ressembler ces gens-là. Puis est-ce que le fait que des fois, les gens peut-être s'acharnent à se dire, OK, c'est qu'il y a encore un bobo au niveau physique qui n'est pas réglé, il faut que je sache absolument c'est quelle structure qui est affectée. Est-ce que ça peut être un frein ou une barrière, justement, à venir adresser d'autres facteurs qui vont aider la personne à s'améliorer? Oui, absolument. Puis, tu sais, ça, c'est toute la notion de ce qu'on appelle le modèle patho-anatomique. C'est un modèle médical qui a été établi, tu sais, un peu comme dans la médecine moderne, donc au 20e siècle, grosso modo. Puis le modèle patho-anatomique, il vise à toujours trouver une source structurelle, anatomique dans le corps pour expliquer pourquoi les gens ont une douleur. OK? Puis ce modèle-là, avec beaucoup d'études, même dans les débuts des années 2000, a été démontré que de trouver une structure en cause, ça permet juste d'expliquer en moyenne 10% des cas de douleur. À ce point-là, okay. À ce point-là, c'est Fait que, la majorité du temps, la lésion structurelle n'est pas vraiment assez pour expliquer pourquoi quelqu'un a une douleur. Non seulement pourquoi quelqu'un a une douleur, mais l'intensité de la douleur, puis aussi ce que la douleur amène comme impact sur le fonctionnement et la qualité de vie. Fait que depuis, je dirais, les années 2000, puis on parlera tantôt, le modèle biopsychosocial, qui est plutôt un meilleur modèle pour expliquer pourquoi les gens ont mal, bien, on a comme essayé de tasser de côté le modèle patho-anatomique pour dire, bon, à part la biologie puis l'anatomie, quoi d'autre qui peut expliquer pourquoi les gens ont des expériences de douleur, soit aiguës, soit chroniques, pourquoi certaines douleurs peuvent persister. Puis là, on a vraiment un meilleur regard sur l'ensemble des éléments qui peuvent répondre à cette question-là. Fait qu'il faut tranquillement essayer de se distancer du modèle « j'ai une douleur », ça doit être parce que quelque part dans mon corps, il y a une blessure, il y a un dommage, il y a une usure. Puis ça, pour le cerveau humain, c'est extrêmement difficile à lâcher prise, surtout pour des personnes qui ont une tendance à avoir une personnalité très, très, très cartésienne ou même des fois qui ont des métiers... Clairement mon cas. C'est étudié, hein? Oui. Entre autres, les gens qui ont des métiers orientés très vers les sciences pures. Fait que, on parle des métiers d'ingénieurs, mathématiciens, à la limite, les sciences les épidémiologistes. Épidémiologistes, etc. les métiers qui ont une aptitude envers les chiffres, la comptabilité. Ça, c'est très concret, c'est des sciences pures. Alors que la douleur puis la réadaptation des blessures chroniques, souvent, c'est comme un mélange entre la science pure puis la science humaine. Fait qu'il y a un heureux mélange de ces deux éléments-là. Je dois être très honnête avec toi. Moi, au début de ma carrière de jeune scientifique, là, j'étais très dans ce schéma de pensée-là aussi, très cartésien, très sur les chiffres. Il y a une cause, il y a quelque chose de physique qui peut expliquer quelque chose. Puis le changement de pensée est venu au fil du temps, moi, dans mes études, mais aussi très récemment, là, dans le domaine médical, là, quand on parle de santé mentale, psychologique, Absolument. ces choses-là, c'est récent. Là. Donc, de transférer ça à la douleur, j'imagine que c'est encore plus récent. Là. Oui, puis moi, je vais rajouter une couche là-dessus. La population générale, le grand public, peut avoir de la difficulté à conceptualiser ça et l'accepter. C'est sûr. Mais plus loin que ça, les professionnels de la santé, j'inclus les médecins, les physiothérapeutes, les pharmaciens, ergothérapeutes, infirmières, toute la gang, encore, c'est mal compris ou mal accepté. On a de la difficulté à conceptualiser ces éléments-là, l'ensemble du modèle biopsychosocial. Puis encore une fois, c'est une des raisons qui explique pourquoi le système de la santé ou les professionnels de la santé, des fois, pas par mauvaise foi, mais par mégarde, peuvent contribuer
à la douleur chronique. Entre autres, par le vocabulaire qu'ils utilisent, les mythes ou les fausses croyances qu'ils vont continuer de véhiculer par erreur, parce que des fois, c'est dur de se mettre à jour avec le temps sur la nouvelle façon de pratiquer ou la nouvelle façon d'évaluer, de prendre en charge une douleur. Ça fait écho un peu à ce que je pense qu'on ressent dans les chiffres là, lorsqu'on regarde l'épidémiologie. Quand on questionne les gens dans les études, là, on voit qu'il y a à peu près 20 à 30 de la population qui vit avec des douleurs chroniques, selon la définition qu'on vient juste de donner. C'est quelque chose qui perdure au-delà de 3 mois. Mais en pratique, les diagnostics ne suivent pas. Là. On ne diagnostique pas 20 à 30 des douleurs chroniques. D'ailleurs, est-ce que c'est un diagnostic formel ou parce que quelqu'un peut vivre avec l'arthrite, fibromyalgie ou c'est ça, d'autres conditions qui ont un diagnostic formel, mais est-ce que ça, justement, c'en est un? Donc, tu vois, depuis quelques années, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, reconnaissent la douleur chronique comme étant une maladie à part entière. OK? Il y a certains syndromes de douleur chronique qui ont été définis puis qui sont en même temps acceptés dans ce qu'on appelle la classification internationale des maladies, qui est un peu le livre que les médecins doivent utiliser quand ils doivent établir un rapport officiel avec un diagnostic officiel, soit pour un assureur, soit pour un accident de travail, etc. Puis, il y a certains syndromes de douleur chronique qui sont là-dedans. Fait que, par exemple, la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable, c'est des choses qui sont là-dedans. Le syndrome douloureux associé aux migraines chroniques. Fait qu'il y a certains syndromes, mais tu sais, quand on entend syndrome, c'est pas nécessairement qu'il y a pas de marqueur ou de test pour diagnostiquer ça. Un syndrome, ça veut dire il y a un ensemble de facteurs, il y a un ensemble d'éléments subjectifs ramenés par les personnes et certains éléments qu'on peut objectiver, donc on peut évaluer. Puis quand on a ce répertoire-là, on est capable de dire, bon, ces gens-là rentrent dans la catégorie, par exemple, syndrome de douleur comme la fibromyalgie, mais c'est des choses qui sont en somme assez complexes puis qui ont plusieurs facteurs impliqués pour expliquer l'ensemble du portrait, là, finalement. Oui. Ça, je pense que c'est un truc important que j'imagine que tu dois avoir dans ta clientèle, l'aspect des fois peut-être un peu invalidant, justement, de s'il n'y a pas une structure qui est identifiée, j'ai tout le temps mal, puis c'est un peu, là, les gens vont dire, c'est-tu dans ta tête, blablabla, mais de comprendre que, justement, là, c'est identifié comme une maladie, pas juste comme un petit symptôme, un bobo. Ça doit être un peu dans nos attentes au niveau de la population, la pensée magique de, il y a quelque chose, il y a un médicament, il y a quelque chose qui peut me traiter, il y a une cause physique, il y a un problème, je pense que ça circule beaucoup, là, ces choses-là. Oui, absolument. Puis, tu sais, en même temps, quand les gens consultent un professionnel de la santé avec une douleur, une de leurs premières attentes, quand on regarde les études, de ce que les gens demandent, c'est d'avoir un diagnostic. Et par diagnostic, eux s'attendent souvent à un diagnostic patho-anatomique, c'est-à-dire un diagnostic structurel. Donc, on a une espèce de conflit parce que dans le modèle médical, on essaie de s'éloigner de ce modèle-là, de toujours ramener ça à l'anatomie, mais le cerveau humain veut un diagnostic structurel parce que c'est rassurant de savoir pourquoi quelque chose fait mal ou pourquoi j'ai de la douleur. Puis une des choses que le cerveau humain a de la plus grande difficulté à tolérer, c'est l'incertitude. On a dit, je vais laisser le dire, oui. Puis tu sais, tout ça, ça nous a amené, c'était pour définir l'aspect de douleur dans la définition de douleur chronique. Mais le deuxième terme, c'est l'aspect chronique. Puis moi, j'aime pas beaucoup ce terme-là parce que techniquement, la seule chose que ça veut dire, c'est durer depuis plus de 3 mois. Puis ça peut durer de deux façons. Ça peut être une persistance depuis plus de 3 mois ou une récurrence. Fait que les gens peuvent avoir une douleur qui est toujours là depuis plus de 3 mois, donc peu importe, 5-10 ans même, ou les gens peuvent avoir un problème, mais que depuis plus de 3 mois, il va avoir des récidives, ça va avoir tendance à revenir. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir de la douleur tous les jours ou d'avoir de la douleur chaque année même pour dire que tu as une douleur chronique. C'est possible que ça revienne juste ponctuellement si on se fie à cette définition-là. Puis, qu'est-ce qui fait qu'une douleur va se chroniciser? Fait qu'on revient, Kev et moi, on va jouer au soccer, les deux, on se fait une entorse. Qu'est-ce qui va faire que pour l'un, la douleur peut durer plus longtemps? Ou en fait, avant d'aller là, qu'est-ce qui se passe dans le corps concrètement pour que la douleur se chronicise? Ça, c'est une excellente question. Puis c'est la question qui est toujours difficile à répondre de façon simple. Mais si on essaie d'être le plus vulgarisé possible, une douleur chronique, la majorité du temps, souvent, ça commence avec une douleur
structurelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une douleur mécanique, on serait capable d'identifier une cause mécanique à pourquoi les gens ont commencé à avoir mal. Donc, ça pourrait être initialement une blessure traumatique. Okay? Il est arrivé un accident, peu importe lequel. Ou des fois, c'est pas une douleur traumatique. Ça peut être une douleur de surutilisation ou de mouvements répétés. Fait que, par exemple, toi, tu fais de la natation, puis à la natation, ben, les épaules sont beaucoup sollicitées. Fait que les épaules, ben, sont un peu plus représentées dans les douleurs chez les nageurs, par exemple. Ou sinon, tu sais, le travail de bureau, assis beaucoup, la posture. Voilà. Ça rentre dans posture répétée. Ça rentre là-dedans. Il y a tous les facteurs associés à notre mode de vie. Donc, grosso modo, il y a des douleurs qu'on sait pourquoi ils arrivent. Il y a un élément franc. Puis, il y a des douleurs qu'on ne sait pas trop pourquoi ils arrivent. Mais honnêtement, la majorité du temps, on est capable d'identifier une partie mécanique à la douleur. Mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est modifiable ou modulé par des mouvements, des positions, puis la quantité, le dosage de ces mouvements et ces positions-là. Fait que quand quelqu'un est capable de dire « ma douleur est pire quand je fais ça, puis est mieux si je fais ça, puis ça », ça, c'est des indices que la douleur, elle est mécanique. Okay? Une douleur non mécanique, c'est des éléments un peu plus complexes en lien avec les problèmes qui peuvent arriver dans le système nerveux. Puis souvent, ces gens-là n'ont pas vraiment d'éléments qui vont irriter la douleur ou à peu près tout peut irriter la douleur, puis ils n'ont pas vraiment d'éléments pour la calmer. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était grosso modo, le système nerveux réagit trop fort tout le temps à des stimuli auxquels il ne devrait pas réagir normalement. Exactement. Fait que, si on part de là, on se dit initialement, des fois, il peut avoir une blessure mécanique. Puis là, si on regarde le modèle biopsychosocial, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a 3 éléments clés qui vont interagir ensemble pour affecter l'expérience de la douleur. Fait que la biologie. Fait que ça, c'est la partie mécanique que les gens n'ont pas de misère à comprendre. Okay? Tu as eu une entorse à tes ligaments, tu as eu une surcharge sur certains muscles ou sur une articulation. Parfait. Après ça, psycho. Ça, c'est tous les facteurs psychologiques qui peuvent influencer la douleur. Nos pensées, nos cognitions, etc. On reviendra dans le détail plus après. Puis après ça, l'aspect social. Fait que l'aspect social, ça requiert de penser à notre environnement, à nos occupations, à notre cercle social, etc. Puis quand on pense à ce modèle biopsychosocial-là, il y a un modèle qui est un des plus récents, qui a surtout été développé dans le cas des maux de dos chroniques, donc les lombalgies chroniques, les douleurs lombaires. Puis ça a été développé... Ce sont quand même les douleurs chroniques les plus rapportées. Qui sont la première cause d'invalidité en termes de douleurs musculo-squelettiques, effectivement. Puis 80% des êtres humains vont vivre un épisode de douleur lombaire au moins une fois dans leur vie. Okay? Fait que la douleur lombaire... Tu sais, des fois, les gens ils disent « Ah, je pense que c'est génétique, mes parents, y avaient ça. » Mais c'est pas génétique, c'est juste très fréquent. 8 personnes sur 10 vont en avoir. Fait qu'il y a de bonnes chances que dans ta famille, il y en ait aussi. Donc, tout ça pour dire qu'un des modèles les plus probants pour expliquer pourquoi une douleur devient chronique, c'est le modèle des vecteurs de la douleur, qui est un modèle qui a été développé par Yannick Tousignan-Laflamme, qui est un chercheur à l'Université de Sherbrooke, un physiothérapeute, et Chad Cook, qui est le Sidney Crosby des physiothérapeutes dans le monde. Okay? C'est à peu près la plus grande sommité, c'est le nom le plus connu. Lui, c'est un Américain. Puis ces deux-là, ils se sont réunis ensemble puis ils ont essayé de créer un modèle pour expliquer à part entière pourquoi les gens ont des douleurs qui chronicisent. Ils n'ont pas réinventé la roue. Ils ont juste pris toute la recherche qu'on a en ce moment puis ils ont essayé de faire un modèle simplifié, clair, puis sur lequel on peut se baser pour évaluer puis prendre en charge des gens qui ont des douleurs. Fait que le modèle va comme suit, il est divisé en 5 domaines, puis ça suit le modèle biopsychosocial. Fait que le domaine 1, puis grosso modo, la façon qu'il faut le voir, c'est quoi les 5 catégories de domaines qui peuvent expliquer pourquoi les gens ont une douleur qui va devenir chronique. Fait que domaine 1, les facteurs nociceptifs. Aussi simple que ça. Les récepteurs au niveau de nos... Aussi simple, il faut quand même expliquer le mot. Dans le sens que nociceptif, ça veut dire c'est les facteurs qui déclenchent la douleur au niveau mécanique ou inflammatoire. Fait qu'on parle vraiment de l'aspect biologique. OK? Donc, tu t'es fait une brûlure, ben, tu vas avoir une déchirure. Une déchirure, un étirement musculaire, peu importe. Nocicepteur, c'est le récepteur de douleur. Voilà. Donc, la partie blessure structurelle, elle existe. Là, OK? Donc, ça, c'est le facteur nociceptif. Puis là-dedans, ça peut être soit un problème mécanique, comme trop de mouvement ou trop grande amplitude de mouvement. Puis, il peut avoir les facteurs inflammatoires. Fait que si tu t'es fait vraiment une blessure aiguë, ben, tu vas avoir un petit peu d'inflammation. Puis l'inflammation, c'est quoi? Ben, c'est tous les bonhommes de construction qui s'en vont dans le corps pour réparer la blessure. Aussi simple que ça. J'aime la croix. Okay? J'aime l'analogie, c'est bon. Donc ça, c'est le domaine 1. Tout le monde comprend très bien ça. On maîtrise ça depuis des années. Après ça, le domaine 2, déjà un peu plus compliqué, on parle de dysfonctionnement du système nerveux. Fait que ça, c'est là où il réagit trop fort. Grosso modo, là, c'est un bug informatique. C'est un problème de software, pour prendre des termes informatiques, alors que les facteurs nociceptifs, c'était plus un problème de hardware, vraiment la structure, les parties anatomiques. Les composantes. Là.
Puis dans le problème de software ou dans les problèmes de, disons, de bugs informatiques, ben, c'est n'importe quoi qui peut amener le système nerveux à capoter. Puis grosso modo, quand le système de la douleur ne fait plus son travail comme du monde. Parce que normalement, le système de la douleur, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il y a 3 niveaux où il peut réguler la douleur à la hausse ou à la baisse. Fait que moi, j'ai tendance à ramener ça à un système de son avec une roulette. Tu sais, avec la roulette, tu peux monter le volume, puis tu peux diminuer le volume. Bien, il y a 3 endroits dans le corps où tu peux monter ou diminuer le volume tout le long du système nerveux. Fait que ça part en périphérie, au niveau des récepteurs dans nos articulations, nos muscles. Fait que si je me coupe le doigt, bien, il y a des récepteurs là qui vont dire « Attention, il y a un problème ». Après ça, au niveau spinal, qu'on appelle, spinal, ça veut dire dans la moelle épinière. Dès que le message il vient dans la colonne vertébrale... C'est le fil électrique. C'est le fil électrique. Au niveau de la colonne vertébrale, il va déjà avoir un autre système de gradation de la douleur, fait qu'une autre roulette de volume. Puis déjà, dans la moelle épinière, le système de douleur, il peut être augmenté ou diminué. Fait que par exemple, si la moelle épinière a dit « Hey, ça, là, c'est pas grave. Tu viens juste de piler sur une racine, on va diminuer le volume. » Ce système-là peut être dysfonctionnel. Okay? Augmenter le volume. Puis ça peut augmenter le volume. Donc, on rentre dans les dysfonctions du système nerveux. Puis le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le niveau supraspinal. Supraspinal, on veut dire en haut de la moelle épinière. Donc, ça réfère à quoi? C'est le cerveau. Ouais. La centrale électrique. Et voilà. Puis le cerveau, c'est comme un peu l'ordinateur central qui peut avoir le call final, finalement. C'est lui qui a la plus grosse roulette puis qui peut dire « Non, vous avez augmenté le volume 2 fois, moi, je le diminue. » Ou au contraire, le volume a été diminué, mais moi, je décide de l'augmenter. Ouais. OK? Puis c'est là que là-dedans, il y a plein de choses qui rentrent en compte, comme nos pensées par rapport à la douleur, nos expériences par rapport à la douleur, comment on a été élevé autour de la douleur. Puis J'imagine qu'il y a une composante physiologique, peut-être même génétique. Sinon, il y a beaucoup de choses qui sont complexes par rapport à ça. Fait qu'il y a assurément des facteurs physiologiques qu'on comprend encore peut-être moins bien ou qu'on sait qu'ils existent, mais c'est difficile de savoir exactement pourquoi ils existent. Mais ce qui est important de comprendre dans ce domaine-là, dans le domaine 2, c'est qu'il y a 3 roulettes qui peuvent augmenter ou diminuer la douleur. Ouais. OK? Puis là-dedans, dans le domaine 3, on a le phénomène de ce qu'on appelle la sensibilisation du système nerveux. Puis la sensibilisation du système nerveux, OK, c'est un peu l'ensemble de ces 3 roulettes-là qu'on pourrait identifier comme étant un système complet qui peut devenir problématique. Fait que grosso modo, là, ton système de douleur est supposé faire une job optimale, mais là, ton système de douleur ne fait plus sa job comme du monde. Puis un des parallèles que Myriam va bien aimer, c'est le système de la faim. Tu sais, le système de la faim, là, c'est un système qui est régulé par plein de choses, entre autres notre cerveau. OK? Myriam le sait bien plus que moi. Mais grosso modo, à long terme, là, le système de la faim peut devenir dysfonctionnel. Ouais. Fait qu'entre autres, dans les problématiques reliées à l'image corporelle, certains troubles au niveau de l'alimentation, certains problèmes physiologiques, métaboliques en lien avec... dans un contexte de pauvreté. Voilà, exactement. Donc, tout ça peut amener le système de la faim à ne plus fonctionner normalement. Puis c'est-à-dire, Kev, t'as-tu réellement faim en ce moment ou c'est ton système de la faim qui est dysfonctionnel? Et le contraire, t'as pas faim, mais peut-être que normalement, tu devrais avoir faim. La douleur, la même affaire. Donc, le système nerveux, l'ordinateur, peut devenir dysfonctionnel au point où la douleur n'est plus un signal fiable. Qu'est-ce qui peut faire que là, ces roulettes-là se dérégulent? Plein d'affaires. Puis c'est là où on rentre dans les autres domaines. Fait que, domaine numéro 3, c'est les comorbidités. Comorbidité, ça veut dire les gens dans la vie, ils n'ont pas juste mal au dos. Ils ont d'autres problèmes de santé des fois. Fait que comorbidité de santé physique, comorbidité de santé mentale. Fait qu'on sait très bien que les troubles reliés à l'anxiété, les troubles de l'humeur, entre autres la dépression majeure, les troubles de la personnalité ou même certains traits de personnalité, ça influence comment le système nerveux perçoit la douleur. Fait que ça, c'est le numéro 1. Puis les comorbidités physiques, donc on peut penser à, entre autres, beaucoup les troubles, les maladies cardiovasculaires, ils ont été démontrés comme étant corrélés. Fait que ça ne veut pas dire que ça cause de la douleur. C'est juste qu'on remarque que les gens qui ont de la douleur chronique ont plus souvent des conditions autres médicales, entre autres les maladies cardiovasculaires. Fait qu'on peut penser au cholestérol, on peut penser à l'hypertension artérielle, etc. Et il ne faut pas oublier les autres problèmes physiques dans le corps, ça rentre dans les comorbidités. Fait que si tu as mal au dos, mais qu'en plus tu as un mal de genou, il n'y a rien que le système nerveux aille plus qu'une autre bûche dans le foyer de la douleur pour accentuer l'expérience de la douleur. Fait que ton mal de genou pourrait s'améliorer et subitement, une partie de ton mal de dos pourrait être mieux. Simplement parce que ton système nerveux est beaucoup moins sollicité et donc la partie
problème du système nerveux, les roulettes qui sont vers le haut, pourraient être simplement retournées vers le bas, juste en réglant un autre problème musculo-squelettique, par exemple. Puis est-ce que ça va avec les autres comorbidités? Je pense, par exemple, quelqu'un qui vit avec le diabète, une fois que son diabète est mieux géré, médication, alimentation, etc., est-ce que ça, sans même qu'il y ait une intervention spécifique à la douleur, ça peut amener à des améliorations? Est-ce que c'est quelque chose absolument. que tu vois? Grosso modo, quand on pense aux habitudes de vie, là, ce qu'on recommande à tout le monde, toute habitude de vie qui peut être optimisée, en général, va avoir un impact positif sur une douleur qui est persistante. C'est un domaine un peu plus complexe, mais tout l'ensemble de ce qu'on pourrait considérer l'inflammation chronique, entre autres avec, on va appeler ça le syndrome métabolique. Fait que, des fois, c'est plusieurs conditions que les gens peuvent avoir, comme le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, puis que ça peut amener le corps dans un état, disons, pas une inflammation aiguë comme quand on se blesse, mais comme ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. Là. Fait que, un petit feu qui est tout le temps là dans le corps. Puis ça, on sait que c'est associé, puis que ça semble être dans les mécanismes qui peuvent entretenir une douleur aussi. Fait que oui, ça, on rentrerait ça dans le domaine 3, qui sont une des parties de nos comorbidités physiques. Puis après ça, l'autre, c'est les comorbidités de santé mentale. Fait que ça, c'est un autre élément qui peut, entre guillemets, gosser le système nerveux, donc notre ordinateur. Domaine 4. Et ça, c'est le domaine que j'aime le plus. Et pourtant, pourquoi? Parce que tu peux agir dessus? Ou... En fait, c'est parce que c'est le domaine qui est le moins bien maîtrisé, autant par les professionnels de la santé que par les personnes qui vivent avec une douleur chronique, et autant parce que je crois souvent que c'est le levier le plus puissant sur lequel on devrait agir. Quel est le domaine 4? Le domaine 4. Prenez des notes. Mais qu'on n'a pas beaucoup... disons que c'est difficile d'avoir un impact significatif là-dessus. Donc, le domaine 4, c'est les facteurs cognitivo-affectifs. Ça veut dire quoi, ça, grosso modo? Il y a 2 éléments. Il y a nos cognitions, donc nos pensées, et nos comportements. Et en général, les pensées génèrent des comportements. Et là, quand on s'attarde à la douleur chronique, on parle vraiment de facteurs cognitivo-affectifs qui sont nuisibles à la douleur. C'est-à-dire, c'est des vecteurs pour amener une douleur à persister. Donc, toutes nos pensées qui sont nuisibles pour un système nerveux vont rentrer là-dedans. Fait que des exemples concrets. Penser que la douleur, c'est toujours associé à un dommage. Que douleur égale danger. Que douleur égale « Hey, mon oncle, il avait ce mal de dos-là, puis lui, il a fini en CHSLD, en chaise roulante. Ça risque d'être moi aussi, ça. » Ça, on appelle ça la pensée catastrophique. Être grognon par rapport à ses douleurs, ruminer constamment sur ses douleurs. Exact. Donc, la rumination, là, on dirait qu'il se reconnaît dans certains éléments. Peut-être jouer sur le facteur 4. Tout ça, c'est des facteurs qui amènent le système nerveux à monter la roulette de son vers le haut. Surtout au niveau du cerveau, donc au niveau supraspinal. Puis, quand les gens ont de la misère à comprendre ça, moi, je leur explique simplement. Quand tu as faim, là, puis que tu es en colère ou impatient ou que tu t'es chicané avec quelqu'un, la faim va agir comme un catalyseur de cette émotion-là. Si tu as eu une chicane ou tu es impatient, puis en plus que tu as faim, tout d'un coup, c'est comme si ton irritabilité, elle vient de quintupler. Pas faire un placement de produit, là, mais il y a des publicités d'une certaine barre de chocolat qui illustrent très bien ça. Exactement. Donc, on voit comment l'état cognitif, l'état de nos émotions peut affecter un système comme la faim, ou comment un système comme la faim peut être influencé par ça. Mais c'est la même chose pour la douleur. Puis, les cognitions ou les pensées qui sont, on appelle ça des pensées mal adaptées à la douleur. En anglais, ils vont parler de maladaptive beliefs, mais c'est toujours relié à la douleur. Ça veut dire, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la douleur? Puis là-dedans, il y a des pensées que c'est problématique de penser que c'est ça, la douleur. Fait qu'entre autres, comme je disais, de penser que c'est une structure, que ça va pas partir, qu'il faut absolument que je me repose, qu'il faut absolument une imagerie médicale pour voir qu'est-ce qui est cassé, que ça prend beaucoup de médication, que ça prend du repos. Tout ça, c'est des pensées ou des cognitions erronées nuisibles à la douleur. Là, je vais peut-être poser la question à $1 million, mais bon, on l'a reçu, puis
bref. La question qui tue? Oui, la question qui tue, mais est-ce qu'on peut guérir d'une douleur chronique? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser pour de vrai? Il reste un facteur. Oui, il reste un facteur, mais tu sais, je te laisse faire une intro à ça parce que moi, si j'écoutais, c'est la question que je me poserais. Oui, parce que là, ça semble assez complexe, puis il y a plusieurs niveaux où on peut agir. Est-ce qu'en pratique, on agit sur tous ces niveaux-là? Oui, mais tu sais, si tu as la pensée de « Ah, ben justement, ma douleur peut jamais s'améliorer », ben non, briser moi, je l'ai clairement, puis c'est peut-être ce qui explique pourquoi j'ai tout le temps des douleurs en sport. Je lance la grosse question. On verra s'il va falloir y répondre parce que ça suscite de la curiosité, mais... La réponse, c'est que si on parle de est-ce qu'une douleur chronique a le potentiel d'être réglée, la réponse, c'est oui. Bon, quand on parle de potentiel à être réglé. Okay? Tantôt, on nuancera qu'est-ce qu'on veut dire, puis dans quel contexte ça peut l'être, puis dans quel contexte c'est plus difficile, mais surtout, c'est quoi les défis face à ça. Fait que ça, c'est notre domaine 4. Dans les pensées. Puis ce que je disais, c'est que les pensées, en général, ça génère des comportements. OK? Puis les comportements, ça a un nom quand on les étudie en lien avec la douleur. C'est les comportements mal adaptés liés à la douleur. Puis c'est surtout des comportements en lien avec la peur de la douleur et l'évitement de la douleur. Fait que, par exemple, si tu penses que quand tu as mal au dos, c'est parce que tu as un disque dans ton dos, le disque, c'est le petit coussin entre nos vertèbres, tu penses que c'est parce qu'il y a un disque qui a éclaté, qui a déchiré, bien, tu vas générer un comportement d'évitement pour protéger ça. Par exemple, tu vas arrêter de te pencher. Tu vas te dire, moi, mon dos ne doit plus se pencher par en avant parce que je vais blesser mon disque. Donc, une pensée erronée va amener un comportement négatif, un mauvais comportement qui a été identifié comme étant nuisible à la douleur. Puis là, qu'est-ce que ça amène, ces facteurs d'évitement-là? C'est que plus on évite, plus notre système nerveux perd sa capacité à s'adapter aux mouvements qui font mal et à les tolérer éventuellement. Il y a un peu un principe qu'on emprunte à la psychologie de l'exposition graduelle pour traiter les phobies. Si tu as une peur des araignées, la première étape, c'est pas d'avoir une araignée dans tes mains. C'est de l'avoir, peut-être juste de la regarder dans une émission de télé, puis après ça, de l'avoir en vrai, mais l'autre bord d'une fenêtre, puis après ça, de l'avoir dans la même pièce, peut-être tu vas la toucher, puis éventuellement, tu la laisses grimper dans tes cheveux si tu veux te rendre jusque-là. Okay? Ben, quelqu'un qui a mal au dos, quand il se penche en avant, on doit traiter ça de la même façon si il y a une phobie associée au mouvement. Ouais. Donc, on appelle ça de la kinésiophobie, de la peur du mouvement. Mais la majorité du temps, quand il y a de la kinésiophobie, c'est parce qu'il y a une mauvaise conception de qu'est-ce que ça veut dire avoir mal, puis de qu'est-ce qui se passe quand tu as mal. Donc, les gens, quand ils n'ont pas une bonne compréhension du message de pourquoi la douleur est là, ça va générer des comportements qui sont nuisibles. Puis au-delà de l'évitement, tu as aussi des comportements de démonstration de la douleur. Fait que par exemple, mais ça c'est très inconscient. C'est pas, les gens sont pas mal intentionnés quand ils font ça. Mais par exemple, si tu vas chercher quelqu'un dans la salle d'attente, puis en appelant son nom, la façon que cette personne se lève, c'est clairement pour communiquer qu'elle est en grande douleur. Elle va placer une main sur son dos pour démontrer. Ouais. Puis c'est des comportements qui souvent sont exagérés par rapport à la source initiale de ce qui a amené une douleur. Mais c'est inconscient, ça. Les gens sont pas mal intentionnés quand ils font ça. C'est une façon pour le cerveau de communiquer à l'extérieur. J'ai mal, je suis en détresse, j'aimerais ça que tu puisses m'aider. C'est fascinant parce que juste en le disant, je viens de remarquer que j'ai ma main sur mon genou depuis tout à l'heure, puis je me masse le petit bobo que j'ai depuis comme 2-3 jours. Quand même, c'est fou. Donc, l'être humain va développer des comportements pour démontrer sa douleur, puis ça peut être inconscient comme ça peut être conscient des fois. Mais la majorité du temps, puis c'est là où des fois je trouve qu'il y a un aspect péjoratif qu'on attribue comme étiquette aux gens qui ont de la douleur chronique, c'est qu'ils vont dire « Ah, ces gens-là, c'est des simulateurs. Ils exagèrent. Ils font du théâtre, de la dramatisation. » Bien, la réponse, c'est que objectivement, OK, ils ont raison de penser ça, mais il y a une raison pour laquelle les gens font ça. Puis en général, ça part du mécanisme entre les pensées de ces gens-là par rapport à leur douleur et ça va générer des comportements. Ouais. Puis en lien avec ça, un des meilleurs prédicteurs de régler une douleur chronique, c'est quand les gens changent leur perception de qu'est-ce que leur douleur veut dire pour eux. Wow. Fait que ça vient des études de Peter O'Sullivan, qui est un Australien, qui est un des grands chercheurs physiothérapeutes et un des grands, disons, chercheurs modernes de la nouvelle façon d'approcher la douleur chronique. Lui, c'est beaucoup en lien avec les problèmes de douleur lombaire qui a fait ses études. C'est juste parce qu'il y a tellement de monde, c'est facile à recruter dans les études, tu sais, mais ces concepts-là sont applicables à n'importe quelle douleur. Puis ce qu'il a démontré, c'est que quand tu es capable de changer la façon que les gens perçoivent leur douleur. Donc,
quand tu modifies leur définition eux-mêmes de la douleur pour leur blessure, tu es capable de les amener à améliorer leur qualité de vie. Donc, si tu passes de ma douleur égale blessure, égale danger, égale faut un repos, faut des injections, faut des chirurgies, à ma douleur est simplement un signal de mon cerveau qui me dit qu'il y a peut-être ou non un problème, puis qu'il y a plein de choses ensuite qu'on peut faire pour, entre guillemets, reprogrammer le système puis le cerveau, ben ça, c'est un des meilleurs vecteurs pour que les gens commencent à aller mieux. Bon, là, justement, on vient de faire le tour là, des 5 points. Il reste le 5e après. Le 5e, c'est vrai. Mais on se rappelle que le 4e, là, ça, c'était justement... Let's go, là, on est... Le gros levier d'intervention. Mais OK, avant d'arriver au 5e, encore une fois, là, c'est drôle parce que là, tu dis ça, je comprends pas pourquoi en clinique, en pratique, on n'est pas rendu là. Tu viens de me l'expliquer tout simplement. Il n'y a jamais un thérapeute, peu importe la discipline, qui m'a expliqué ça simplement face à mes différentes douleurs là, qui semblent être chroniques. Là, c'est anecdotique, là, je parle de moi parce que je veux pas parler de quelqu'un d'autre, là, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vivent ça aussi au quotidien, là, puis qui vont voir un ostéopathe, un chiro, un physio, comme ça. Ils font du yo-yo avec plein de spécialistes sans jamais avoir abordé ce genre de questions-là. Ce qui est difficile, c'est que la majorité des gens à qui tu parles, qui prennent en charge des gens qui ont de la douleur, souvent sont au courant de ces notions-là. À l'école, là, on voit tout ça en théorie. On les voit, on en pratique certains éléments. C'est juste que quand tu as un être humain devant toi, c'est vraiment difficile de mettre en pratique ces éléments-là pour être capable de les prendre en charge optimalement. Je donne un exemple là, très personnel. Moi, par année, je fais de 75 à 100, 150 heures de formation continue par année. OK? C'est pas ça qui est demandé pour être physiothérapeute. Tu dois faire 45 heures à chaque 3 ans. OK? Moi, avoir quelqu'un qui vient me voir avec une blessure ou une douleur, puis devoir l'aider, j'ai autant de fun que d'aller rouler en vélo, que d'aller faire un jogging, que d'aller faire du ski de fond. Dans le sens que moi, c'est une passion pour moi. J'aime mon travail, puis j'aime aider les gens. Fait que c'est sûr que mon énergie pour être capable d'être le mieux outillé possible pour ces gens-là, clairement, elle est investie, puis peut-être plus que ce qu'on devrait, en fait, ce qu'on peut s'attendre à la moyenne des gens. Dans le sens qu'on ne peut pas s'attendre à ce que la majorité des gens fassent des centaines d'heures de formation continue par année, puis veulent essayer de prendre en charge tous les facteurs, les croyances erronées, la santé, les habitudes de vie. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu qui amènent vers la douleur chronique, qui sont un peu comme les déterminants sociaux de la santé. Le contexte socio-économique dans lequel tu as vécu, ton environnement social, comment tu as grandi, comment on t'a élevé, les croyances culturelles, religieuses, etc. Fait que, tout ça pour dire que c'est assez complexe d'expliquer pourquoi quelqu'un arrive à avoir une douleur qui est chronique, mais on est quand même capable de cibler les éléments les plus pertinents puis d'intervenir là-dessus. Mais je pense que c'est quand même un clou sur lequel il faut varger encore plus. Oui, clairement. Que justement, le changement de perception par rapport à ta douleur est un des meilleurs leviers. Si on le sait théoriquement, mais qu'on dit vraiment, puis que c'est de la sensibilisation qui est faite pas juste auprès dans ta profession, les physios, mais je pense la mienne comme nutritionniste, quand quelqu'un nous apporte des éléments de son quotidien, puis que la douleur en arrive, je veux dire, moi, je peux... c'est quelque chose que je pourrais renforcer des fausses croyances ou juste d'amener cet élément-là, juste susciter la réflexion, ben c'est déjà quelque chose qui est important. Là. Des changements de culture comme ça en science, ça prend du temps. On le sait. Là. Puis on l'a mentionné au début, c'est relativement récent qu'on s'intéresse aux douleurs chroniques, si je peux dire, à proprement parler. Honnêtement, on s'en est toujours intéressé, mais qu'il y a eu ce changement-là de on va traiter la douleur chronique de manière médicale avec un médicament puis des interventions très physiques. Puis, je dirais c'est récent que c'est rendu mettons, mainstream, de comprendre ces concepts-là. La majorité des gens maintenant comprennent quand même que leurs émotions peuvent influencer leur douleur. C'est à peu près logique de comprendre ça. Tu demandes à la population générale, pensez-vous que le stress influence la douleur? La majorité des gens répondent oui à cette question-là. Mais le modèle biopsychosocial, là, c'est avant les années 2000 là, que ça a été fait. Ça existe depuis des dizaines d'années. C'est juste la mise en pratique. En douleur chronique? Oui, absolument. La mise en pratique, elle est difficile, autant pour les professionnels de la santé. Puis, on a des données qui disent combien d'années ça prend entre quelque chose qui est découvert au niveau scientifique puis la pratique clinique. Souvent, c'est long, là. C'est plusieurs années. Mais l'autre angle mort, c'est que pour les professionnels de la santé, le grand défi, c'est que comme société, on s'attend encore à aller consulter quelqu'un pour se faire régler notre douleur. Et ça met une énorme pression sur les professionnels de la santé par rapport à quel point ils sont capables d'amener ces gens-là à travailler les différents vecteurs
qui influencent leur douleur parce qu'il y a du monde pour qui ça les intéresse pas de faire ça. Puis c'est correct, c'est possible, tu sais. Puis, tu sais, l'accès à de la physiothérapie dans le réseau public pour de la douleur chronique, c'est très léger, voire pratiquement inexistant. Il y a de plus en plus d'établissements qui intègrent des physiothérapeutes à leur équipe pour être capable de voir des gens qui ont des douleurs, au lieu que ce soit le médecin qui essaie de son mieux, le médecin de famille, de gérer ça avec de la médication. Des fois, on va y référer pour des injections, des choses comme ça, mais qui vont avoir eu tendance à dire « Vous devriez aller en physiothérapie, mais là, il faut aller au privé. » Puis au privé, moi, je pense que le privé a sa place dans le système de santé aussi pour amener une espèce d'aspect compétitif à la qualité des soins parce que, moi, en général, même si je travaille au privé, ma mission première, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des gens puis vraiment de m'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs et non un aspect financier. Oui. Mais il y a cette réalité-là que le patient qui consulte en clinique privée, techniquement, pourrait être considéré comme un client. Puis si ça ne fait pas son affaire, ce qu'il reçoit, puis de se faire dire que ton stress est un élément clé. Oui, il y a l'aspect mécanique de ton dos qu'on peut travailler, mais tu as une insatisfaction au travail, puis ça joue beaucoup. Peut-être que lui, il va décider de trouver quelqu'un qui va lui dire que son problème, c'est une tension musculaire, puis on va l'amasser, puis ça va te soulager. Tu sais, c'est plus simple. Fait que c'est quand même confrontant aussi de se faire dire que nos propres pensées, nos croyances, qu'on doit déconstruire, ce qui est quelque chose à la base, pas de douleur qui est dur à faire, mais encore plus dans ce contexte-là, est un levier important pour aller mieux. Puis tu sais, juste pour être clair, j'insiste toujours sur le fait qu'il y a des éléments mécaniques à peu près la majorité des douleurs. Il ne faut pas les négliger. La douleur n'est pas psychologique, mais il y a des facteurs psychosociaux qui influencent cet élément mécanique. Fait que par exemple, si tes éléments mécaniques, c'est un petit feu, je vous avais dit qu'on allait parler de la métaphore du feu de camp. Si c'est un petit feu, les facteurs psychosociaux, c'est de l'huile sur le feu. Moi, si je veux éteindre un feu, je m'attaquerai à l'huile. Ouais. Si c'est ça le plus gros problème, puis que c'est juste un petit feu. Si la partie mécanique est petite, c'est pas ça qui explique la grosse partie de la question. C'est plus l'huile sur le feu. Alors que dans certains cas, surtout dans les douleurs aiguës, subaiguës, donc en bas de 3 mois, on devrait cibler l'aspect mécanique principalement, mais de s'assurer que les gens ne développent pas des facteurs psychosociaux problématiques. Fait qu'il faut comme agir sur les deux. Puis il reste un 5e domaine. Il reste le 5e domaine, qui sont les facteurs contextuels. Okay. Donc, grosso modo, là-dedans, on a quoi? On a l'occupation, fait que notre travail, on rentre là-dedans, la satisfaction au travail, la demande physique, mentale au travail, la charge mentale, est-ce que ton employeur a une bonne relation, est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice, toutes ces choses-là. Et on rentre là-dedans aussi tout l'aspect social, fait que à la maison, notre environnement, nos relations interpersonnelles, notre satisfaction, notre vie familiale. Fait que tout ça, ces 5 domaines-là, ça explique les différents vecteurs qui peuvent amener une douleur à persister ou qui peuvent être des vecteurs d'incapacité physique en lien avec la douleur. Fait que si je les résume, vu qu'on a beaucoup jasé chacun, le premier, puis si ma mémoire est bonne, ce qui est nociceptif, fait que vraiment le bobo, l'atteinte physique. 2, la sensibilisation du système Appelons ça dérèglement du système nerveux, dysfonction du système nerveux. Les 3 roulettes. Exactement. 3, les comorbidités. Fait que si j'ai d'autres maladies. Physique et mentale, santé mentale. Le 4e, c'était les trucs cognitivo-affectifs. Facteurs cognitivo-affectifs, nos pensées et nos comportements qui en découlent. Puis le 5e, le contexte. Fait que notre job, ça va bien avec mon chum à la maison. On dort le tiers de la journée, on travaille un tiers, puis on est à la maison dans notre vie personnelle un tiers. C'est les 2 derniers tiers, ça, c'est les facteurs contextuels. C'est fou parce que tu regardes, c'est un ensemble de facteurs qui interagissent de manière complexe, qui ne sont pas juste de la responsabilité de l'individu, de la personne en soi. Là, je veux dire. Absolument. Il y a une responsabilité aussi qui est peut-être collective, qui est peut-être plus de l'ordre de santé publique, de changer les mentalités au niveau du public, au niveau des professionnels. C'est une tâche complexe. Toi, Alexis, comment tu vois le traitement des douleurs chroniques à l'échelle peut-être individuelle, mais aussi plus collectif? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Où est-ce qu'on s'en va? À ce jour, là, considérant que tu as nommé 5 domaines, 5 leviers d'intervention, là, tu en as pointé un qui semble plus efficace, mais justement, quelqu'un qui vit avec des douleurs chroniques, selon la science actuellement, quelles sont les meilleures interventions? Ça, c'est la question à $1 million. Un peu moins qu'1 million. Ah ouais? Tu sais, quand les gens entendent tout ça par rapport aux 5 domaines, des fois, les gens ils sont découragés. Ouais. Puis ils se disent, coudonc, on va jamais s'en sortir. Mais moi, au contraire, je trouve que c'est une bonne nouvelle. S'il y a autant d'éléments
qui peuvent amener ou générer de la douleur ou une persistance de douleur. Plusieurs ça veut dire qu'il y a points tellement d'options de traitement où il y a tellement de leviers sur lesquels on peut intervenir pour amener quelqu'un à améliorer leur qualité de vie. Ouais. Fait que, techniquement, quand on regarde l'ensemble des études, qu'est-ce qu'ils recommandent pour la prise en charge de la douleur chronique? À la base, on veut faire une évaluation de la condition basée sur le modèle biopsychosocial. Fait que grosso modo, il faut évaluer ces gens-là puis regarder, bon, la composante mécanique, premièrement, est-ce qu'elle est présente? Si elle est présente, c'est quoi? On est capable de poser un vrai diagnostic, appelons ça un diagnostic musculo-squelettique physique chez les gens. Fait que, par exemple, tu as un mal de dos, mais on est capable de dire, bon, ça, c'est une lombalgie mécanique. Ça veut dire que c'est relié à des mouvements, des positions. OK? Parfait. Ça, on sait comment la traiter. On a un plan de match pour ça. Mais après ça, quand il y a une douleur chronique, il faut évaluer les facteurs psychosociaux. Seulement ceux qui sont pertinents sur lesquels on veut intervenir, ceux qui sont vraiment des bâtons dans les roues. Parce que si on fait la liste de tous les facteurs de la vie de quelqu'un qu'on pourrait améliorer, là, on s'en sortira pas. Ouais. Donc, tu sais, moi, je fais beaucoup de mentorat pour les jeunes physios. J'enseigne en formation continue pour des physiothérapeutes, pour des médecins, des infirmières. Puis je leur dis tout le temps, on n'intervient pas en douleur chronique sur tous les facteurs qui peuvent être améliorés sur la santé de quelqu'un. On intervient sur les leviers principaux qui semblent être les plus grosses bûches dans le feu de camp de la douleur de cette personne-là. Et qui sont réalistes pour la personne aussi. Et qui sont le plus modifiables possible et sur lesquels on va être capable d'avoir un succès. Peux-tu donner des exemples Ouais. fréquents un peu dans ta pratique clinique? Qu'est-ce que tu vois, ce sur quoi tu interviens le plus fréquemment? Oui. Fait que, tu sais, premièrement, quand quelqu'un, je l'évalue pour une douleur chronique, OK? Puis, un parallèle avec ça, si on veut expliquer au niveau clinique, OK? Moi, ma façon clinique d'expliquer, à part les 5 domaines, pourquoi quelqu'un a une douleur qui chronicise, raison numéro 1, tu avais un problème musculo-squelettique, mécanique, simple ou complexe, qui n'a pas été traité adéquatement ou qui n'a pas été au bout du traitement. Ouais. OK? Raison numéro 1. Raison numéro 2, tu as des facteurs psychosociaux qui ont fait que ton système nerveux est devenu déréglé. Puis là, tu as des signaux de douleur qui sont erronés. Tu peux avoir un hybride entre les deux. La majorité des gens, à la base, ont une douleur mécanique problématique et par-dessus ça, s'ajoutent les facteurs psychosociaux. Fait que quand j'évalue les gens, premièrement, mon but, c'est de trouve la douleur mécanique, fais le diagnostic de la douleur mécanique avec un plan de match pour ça. On sait comment régler les problèmes mécaniques. Des exercices thérapeutiques, c'est efficace. Là-dedans, on peut avoir des exercices de contrôle musculaire, stabilisation, on peut avoir des exercices de renforcement, on peut avoir des exercices plus cardiovasculaires, de remise en forme, de rééducation plus générale là, pour des gens qui ont été déconditionnés, par exemple. Okay? On sait comment régler les problèmes mécaniques. Puis, on peut faire à partir de ça aussi des thérapies conjointes comme de la thérapie manuelle, par exemple, qui a certaines évidences il y a quand même des bonnes évidences qu'à court terme, ça aide les gens à aller mieux. Okay? Thérapie manuelle, on parle de massage. Thérapie manuelle, on parle là-dedans de manipulation, mobilisation. Fait que grosso modo, quand le thérapeute a les mains sur toi puis qu'il fait quelque chose avec ses mains sur toi. Okay? La question, faut-tu que ça fasse crack pour que ce soit efficace? Ça n'a pas besoin de faire crack pour que ce soit On rentrera pas dans ce débat-là aujourd'hui, OK? Partez-moi pas. Non. Puis un truc que j'avais lu aussi, vraiment intéressant justement dans les interventions de physiothérapie, c'était tout l'aspect éducation à la douleur. Oui, absolument. Ça, t'en parles parfois? Oui, fait que tu sais, les piliers là, pour réadapter une douleur musculo-squelettique chronique, tu identifies le plan de match musculo-squelettique que tu fais, la douleur physique. OK? Exercice, conseil, enseignement par rapport au dosage des activités. Fait que ça, on appelle ça la quantification du stress mécanique. Grosso modo, il faut que tu demandes à ton corps progressivement de plus en plus en le laissant s'adapter. Fait que tu ne veux pas faire trop vite. Par exemple, si tu essaies de retourner à la course à pied ou si tu essaies juste de retourner à marcher dehors ou à être capable de faire la vaisselle, on veut progressivement augmenter la demande physique. Fait que ça, c'est numéro 1. Numéro 2, éducation sur la douleur. Fait que ça, c'est surtout chez les gens chez qui on a identifié des facteurs psychosociaux et qui ont une mauvaise conception de la douleur qui va être nuisible. Moi, c'est juste sur ces facteurs-là que j'interviens. Puis juste changer ça, la façon de percevoir ou de voir ou de définir la douleur chez quelqu'un, je pense que ça peut... Fait qu'un exemple concret. Quelqu'un vient me voir, « j'ai mal au genou depuis 6 ans. Je me suis fait dire que c'est de l'arthrose au genou puis que ça allait être comme ça pour rester. » Bon, truc numéro 1, j'évalue si son genou a une douleur mécanique. Ouais. La majorité du temps, oui. Parfait. Je leur pose la question. Est-ce qu'on vous a déjà dit que même avec l'arthrose que vous avez dans votre genou, votre condition peut quand même s'améliorer, voire des fois
guérir, entre guillemets, la douleur peut disparaître, puis que vous pouvez retrouver un niveau de fonctionnement qui va être intéressant pour vous puis atteindre vos objectifs. Les gens souvent sont comme « Ah ben non, moi j'ai jamais dit ça comme ça. » Parfait. Voyez-vous des embûches à ce qu'on puisse atteindre ça? Puis là, ils vont me dire souvent les informations qu'ils ont eues qui les ont amenés à faire certains comportements qui au final a plus nuit qu'aidé. OK? Fait que souvent, juste un petit peu d'éducation par rapport à leur dire, bon, l'arthrose, c'est un vieillissement des articulations qui, dans la majorité du temps, est juste un vieillissement normal, puis qui n'est pas assez pour expliquer à part entière pourquoi vous avez mal. Donc, l'arthrose peut peut-être être une partie des bûches dans le feu de camp, mais il y a probablement plein d'autres éléments. Puis si on enlève assez de bûches dans le feu, même si les bûches de l'arthrose sont encore là, c'est possible que le feu ne pogne plus, puis qu'il y ait juste la braise, ou même que le feu soit éteint parce que le feu n'est plus assez fort pour durer, juste avec l'arthrose, par exemple. C'est intéressant, ça. Okay? Fait que c'est des facteurs sur lesquels on peut agir, même si la structure ne change pas. Ouais. Les gens ne doivent pas s'attendre à un changement au niveau de la structure dans la majorité des cas pour régler une douleur chronique. C'est pas ça qu'on vise. On vise le niveau de fonctionnement puis la qualité de vie. Puis ça, on n'a pas besoin d'améliorer la structure ou la qualité de la structure ou de régler, entre guillemets, les lésions qu'on retrouve à l'imagerie pour que les gens puissent retrouver leur qualité de vie puis un niveau de fonctionnement intéressant et même, dans plusieurs cas, ne plus avoir mal du tout. C'est possible. Même sans changement à la structure. Ça, c'est quand même une grosse, grosse chose à déconstruire. C'est une question qu'on a reçue beaucoup Ouais. du public, des gens à qui on a discuté. Est-ce qu'on peut guérir de la douleur chronique? Ouais. Mais oui. Fait que, tu sais, dans les traitements, on a parlé de le plan de match mécanique, on a parlé de l'éducation sur la douleur, les exercices thérapeutiques. Ouais. Puis après ça, des fois, tu sais, il y a un peu Les habitudes de vie, Bon, ailleurs. les Ben habitudes de vie, absolument. oui. Puis la gestion des facteurs psychosociaux. Ouais. Fait que la gestion des facteurs psychosociaux, l'élément sur lequel on veut intervenir principalement, c'est ce qu'on appelle la catastrophisation de la douleur. OK? Parce que grosso modo, un des modèles qui prédit pourquoi une douleur va devenir chronique, c'est quand les gens vont avoir des comportements de peur et d'évitement. C'est ce qu'on discutait tantôt. OK? Mais qu'est-ce qui amène des comportements de peur et d'évitement? C'est la catastrophisation de la douleur. Fait que les pensées C'est dur à dire, ce mot-là. Catastrophisation. C'est difficile à dire. OK, donc vraiment de voir ça d'un mauvais œil. Là, tu sais. Ouais, fait que la catastrophisation de la douleur ou les pensées catastrophiques. Mais qu'est-ce qui amène les pensées catastrophiques? Il y a deux choses qui ont été vraiment bien démontrées. OK. Un, c'est les émotions négatives qu'on a. Fait que les gens qui ont tendance à voir le monde de façon plus négative, ça, c'est beaucoup corrélé aux traits de personnalité de neuroticisme. Un autre beau Fait que mot. les gens qui ont plus d'anxiété, qui ont un peu plus d'inquiétude, qui ont plus de colère, qui vont avoir tendance à voir les choses un peu plus négativement. Ça, c'est une des choses qui favorise les gens à avoir des pensées catastrophiques. Puis le numéro 2, c'est des informations menaçantes liées à la condition. Puis là-dedans, on rentre tout ce que tu peux lire sur Internet quand tu tapes arthrose du genou, tout ce que tu peux lire sur Internet quand tu tapes hernie discale lombaire, mais aussi ce que ton frère, ta sœur, ton oncle vont te dire par rapport à leurs conditions Ouais. et ce que les professionnels de la santé vont dire. Fait que les professionnels de la santé ont un grand rôle à jouer dans la raison pour laquelle, des fois, des gens ont des douleurs qui chronicisent. Puis c'est pas par mauvaise intention. Tout le monde essaie d'aider tout le monde. Mais des fois, le niveau de connaissance ou le niveau de formation est pas à jour, où il y a des gens qui peuvent se prononcer des fois hors de leur champ d'expertise et qui peuvent dire des choses ou faire des choses qui vont être plus nuisibles que positives, finalement. Fait que, tu sais, entre autres, de faire passer une imagerie médicale chez quelqu'un qui a un mal de dos aigu mécanique sans symptômes qui nous inquiètent. On est capable d'évaluer des symptômes qui nous inquiètent. On appelle ça des drapeaux rouges. Des choses qui nous amènent à dire, cette personne-là, elle a probablement quelque chose de vraiment grave dans son dos. Mais c'est 1% des gens. Moins de 1% des problèmes lombaires. Donc, on peut bien agir sur la douleur chronique, voire l'améliorer ou même la guérir sans avoir recours à l'imagerie médicale. Parce que ça, des fois, on l'entend des gens qui vont vraiment s'acharner. J'attends ma radio, j'ai besoin d'un IRM ou quelque chose pour savoir ce qui se passe. Tout à fait, mais on a beaucoup d'études qui nous montrent que de passer une imagerie médicale peut plus nuire qu'aider. Puis ça, la raison, c'est que ça devient une information menaçante reliée à la condition. Ouais, on est dans un changement aussi dans le milieu biomédical là-dessus, là, tout ce qui a trait au dépistage puis aux tests excessifs qu'on fait dans le système en ce moment. Puis c'est fâchant parce que il a fallu qu'on arrive à un point où le système médical coûte tellement cher que là, on a commencé à se dire il faut qu'on coupe à des endroits, mais il faut couper de manière
intelligente. Puis on réalise qu'on fait souvent des tests pour rien. Ça crée du stress, de l'anxiété chez des personnes. Ça crée des faux diagnostics, plein de problèmes qui sont persistants. On a des données au Canada qui nous disent qu'environ un test ou un traitement sur 3 est inutile en santé. Ça, c'est quand même majeur. Fait que si on applique ça aux douleurs chroniques, ça voudrait dire qu'en moyenne, peut-être un médicament sur 3, un traitement sur 3, une injection sur 3, un rayon X IRM sur 3 sont juste complètement inutiles. C'est fou, ça, pareil. Puis souvent, c'est nuisible. Pour vrai, quelqu'un qui vient me voir dans mon bureau avec une douleur chronique, la majorité, quand ils sont rendus à moi en lien avec une douleur chronique, clairement, il n'y a pas de dommage structurel qui met leur santé en danger pour vrai. Là, dans le sens qu'ils ne vont pas paralyser, il n'y a rien qui va casser, mais ils ont passé plein d'imagerie. Puis vous savez, c'est quoi mon plus gros défi? C'est pas de régler ou d'identifier le problème mécanique à régler. Ça, souvent, en 20 minutes, je suis capable de voir, il y a une partie mécanique qui est vraiment simple à régler avec un plan de match. On sait comment traiter une tendinite, on sait comment traiter une entorse, on sait comment traiter un problème musculaire. Mais ça va être de déconstruire tout le dommage fait. C'est moi, je travaille contre 5 ans, puis peut-être 20 personnes qui sont passées là-dedans à instaurer progressivement des pensées nuisibles, des croyances erronées qui, on l'a vu, vont générer des comportements mal adaptés. Puis là, il faut comme rentrer dans ce cercle vicieux-là avec une espèce d'épée puis de casser ça pour essayer de reconstruire un cercle vertueux vers des bonnes pensées puis des bons comportements. Puis il y a 2 questions par rapport au traitement qu'on a reçu, puis que nous aussi, on avait. On parlait de l'importance des saines habitudes de vie. Ça, c'est un pilier qui est bon pour toutes les maladies, incluant la présence de douleurs chroniques. Puis, l'exercice physique est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans les lectures qu'on a fait, que l'idéal, c'est de continuer à en faire selon le niveau de tolérance qu'on est capable d'avoir. Puis, quelqu'un demandait, est-ce qu'il faut absolument toujours continuer à bouger, même en présence de douleurs chroniques, quand c'est pas évident? La réponse ça va être un gros, ça dépend. Mais... c'est oui. OK. On n'a pas le choix de trouver des façons de rester actif, rester en mouvement, pour gérer une douleur chronique ou pour aller vers une tentative de la guérir. OK? Puis, tu sais, il y a multiples raisons pour ça, puis il y a multiples mécanismes qui font que l'activité physique est bénéfique. Tu sais, on peut penser aux mécanismes anti-inflammatoires, on peut penser à la régulation de toutes nos émotions, notre humeur, la gestion du stress, la gestion de l'inflammation chronique qu'on a vu tantôt. L'activité physique, souvent, ça aide le sommeil. On n'a pas parlé de sommeil, mais quelqu'un qui ne dort pas bien, c'est une méchante grosse bûche dans le foyer de la douleur chronique. Okay? Puis des fois, la douleur est la cause du problème de sommeil. Absolument. Mais des fois, c'est un problème de sommeil à part entière, relié à de l'insomnie ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs troubles du sommeil. Mais tu sais, ça, c'est clair. L'activité physique, ça c'est démontré. Il y a des bons bénéfices sur le sommeil et d'énormes bénéfices sur la santé mentale. Et là, on vient de comprendre comment toutes les composantes de santé mentale, nos pensées, peuvent avoir un impact sur notre douleur. Fait que oui, on n'a pas le choix de faire de l'activité physique. Puis, pour chaque personne, on ne commencera pas au même endroit. Évidemment. Parce que, quand on parle de douleur chronique, on en reparlait tantôt. Moi, j'aime pas beaucoup ce terme-là parce que je trouve qu'il est un peu péjoratif. Puis, ça fait penser à la personne qu'on décrivait tantôt, qui est assis dans son divan, qui fait rien de la journée, qui a mal au dos. Mais quelqu'un qui court, puis qui fait, qui est très actif, puis que sa vie va bien, puis qui est heureux, mais qui a mal aux genoux depuis plus de 3 mois à la course à pied, puis que ça affecte sa qualité de vie, techniquement, c'est une douleur chronique. Mais cette personne-là, la quantité d'activité physique n'est pas au même stade que la personne qui a dû complètement devenir sédentaire à cause d'une douleur chronique ou qui a complètement changé son mode de vie à cause d'une douleur chronique. On ne part pas au même endroit. Fait que, une des forces des physiothérapeutes, c'est que vu qu'on est des experts dans la réadaptation, il y a l'aspect adaptation. Fait qu'on est capable d'adapter l'activité physique en comprenant c'est quoi le problème des gens. Puis, on est capable de l'adapter en attendant d'être capable de faire ce qu'eux veulent faire au final. Fait que ça se peut qu'au début, c'est pas la course à pied qu'on va faire. Ou peut-être qu'on va la commencer à très petite dose, mais qu'on va compléter avec d'autres activités. Mais que si le but ultime, c'est la course à pied, on va y revenir. Ou si le but ultime, c'est simplement d'être capable de s'occuper de la maison. Les activités de la vie quotidienne, les activités de la vie domestique, bien, on va adapter la façon qu'on fait les choses parce qu'on comprend la mécanique de la douleur, on est capable de l'évaluer, on va donner des conseils, mais le but, c'est de rebâtir la tolérance des gens, rebâtir la tolérance de leur corps, la tolérance physique, mais aussi la tolérance du système nerveux, de ramener les roulettes de son vers le bas. Ça, c'est bon à savoir justement que les roulettes peuvent se Les roulettes fonctionnent dans les deux sens. Ça peut aller tout croche, tout comme ça peut être replacé. Absolument.
Puis, on n'en a pas parlé, mais la médication, c'est aussi un gros aspect, je pense, vers lesquels les gens sont portés à se tourner ou que peut-être les médecins, avec l'arsenal de ressources qu'ils ont, ça va être quelque chose qui va être utilisé. Une stat, moi, qui m'a quand même choquée, c'est que la médication, ça ne soulagerait que le tiers de la douleur ressentie. Donc, clairement, c'est pas ce qui fait tout le boulot. Puis, une question qu'on a reçue, justement, c'est est-ce que c'est possible de gérer les douleurs chroniques sans médication? Ouais, j'aimerais juste amender cette question-là aussi. Ouais. J'aimerais ça t'entendre sur ce qui se passe avec les suppléments, les cannabis, ces choses-là, que les gens... on va avoir un épisode complet sur le cannabis, mais on va l'aborder avec ton... Non, t'es pas médecin non plus, mais je veux dire, dans ta pratique, est-ce que tu vois fréquemment des gens qui utilisent ces choses-là, puis est-ce que tu vois des changements lorsqu'ils arrêtent de l'utiliser ou qui l'utilisent? Je serais curieux de t'entendre là-dessus quand même. T'sais, ce qui est clair, c'est qu'il y a de plus en plus de médicaments disponibles sur le marché pour la douleur chronique. Les avancées pharmacologiques ont été exponentielles. Pourtant, la douleur chronique ne fait qu'augmenter avec le temps. Fait que, si la médication était la solution miracle à la douleur chronique, probablement qu'on ne serait pas ici pour en parler, puis probablement que j'aurais pas de job. OK? Fait que, tu sais, la médication a un rôle à jouer dans la gestion de la douleur. Puis, tu sais, il y a des médecins puis des pharmaciens qui seraient beaucoup mieux outillés que moi pour vous expliquer les mécanismes sur lesquels on peut agir. Mais grosso modo, cliniquement, moi, mes indications où je vais dire, OK, j'ai besoin d'aide d'un médecin ou d'un pharmacien pour une médication pour ce patient-là, c'est quand la douleur perturbe de façon significative le sommeil. Parce que le sommeil est un élément clé de la récupération et il faut régler le sommeil pour essayer de se sortir d'une douleur chronique ou il faut améliorer le sommeil. OK? Fait que ça, c'est indication numéro 1. Indication numéro 2, si la personne n'est pas capable d'avoir un fonctionnement à peu près normal pour un quotidien normal. Fait que faire les choses minimales qu'on doit faire dans une journée pour être capable d'avoir une journée normale, aller au travail pour les gens qui travaillent ou juste un fonctionnement normal à la maison pour les gens qui sont en arrêt de travail. Si les gens ne sont pas capables au minimum d'avoir une journée fonctionnelle, là, on va avoir tendance à utiliser la médication pour créer une fenêtre. Tu sais, enlever une des bûches dans le foyer pour redonner des capacités aux gens de s'investir dans des actions puis des comportements qui vont les aider, comme un peu d'activité physique, certains exercices, leur donner un peu plus d'énergie dans la gestion de leur journée. Fait que c'est là où la médication va jouer un rôle. Puis après ça, il y a plein de sortes de médications que les gens vont utiliser. Mais tu sais, en moyenne, la médication pour la douleur chronique, c'est pas incroyable les résultats qu'on a. Puis en thérapie seule, quand on utilise juste les médicaments, c'est sûr que c'est pas la solution. Okay? Puis on peut rentrer là-dedans, les injections, les blocs facétaires, les blocs nerveux, maintenant, ils font des brûlures au niveau... C'est quoi ça? C'est toutes sortes d'interventions, OK, au niveau médical que les gens ils peuvent faire pour aller bloquer les signaux de douleur. OK? Fait qu'on peut agir avec des médicaments, des injections, par exemple, pour aller bloquer le signal de la douleur. Quand on repense à notre théorie des différentes roulettes, on essaie d'aller agir sur les roulettes avec des médicaments. C'est possible, ça a certains effets, mais quand on est rendu à de la douleur chronique, les effets sont assez mitigés selon les études, puis c'est pas des effets extraordinaires. Fait que la majorité des gens, c'est pas ça qui va régler le problème. Quoique pour certaines personnes, ça peut amener une fenêtre pendant laquelle les gens sont mieux pour ensuite faire les vrais comportements qui peuvent les amener à s'en sortir à long terme. Puis je vais rebondir, Kev, quand tu parlais de suppléments, une des questions qu'on a reçues, c'est justement est-ce que l'alimentation peut améliorer la douleur chronique? Puis bon, comme nutritionniste, je me suis un peu plongée là-dedans. Puis en ce moment, pour des suppléments, certaines molécules plus spécifiques, les probiotiques, des suppléments d'antioxydants, chez l'humain, c'est pas très concluant. Beaucoup de choses qui ont été observées sur des modèles animaux précliniques, donc pas encore assez concluant pour qu'on ait un effet significatif qui est pertinent. Il n'y a pas de type d'alimentation. On entend souvent le fait de couper le gluten, de couper les produits laitiers, etc. Il est possible de faire des changements dans son alimentation, puis se rapprocher plus d'une diète style méditerranéenne qui est riche en végétaux, grains entiers, des poissons gras, etc., qui vont avoir des molécules qui vont contribuer à une bonne santé, réduire l'inflammation et donc, par la bande, aider à la douleur chronique, mais qu'il n'y a pas de groupe d'alimentiers qui ont absolument besoin d'être enlevés pour améliorer la douleur. Puis je rajouterais que si on fait des changements qui sont ultra drastiques, qui nous ajoutent un stress au quotidien, bien là, si on vient empirer justement la sphère psychosociale, là, ça, c'est problématique. Puis, exact. Puis ça n'empêche pas qu'il y a du monde qu'au niveau individuel voit des différences, mais c'est juste qu'en ce moment, quand on regarde des grosses cohortes on ne peut pas faire des recommandations. On peut pas faire des
recommandation générale. De la même façon que je peux pas te dire c'est quoi le meilleur exercice pour une douleur chronique à l'épaule. Ça dépend de la condition de la personne. Fait que ça, c'est clairement un des mythes qui continue de circuler, c'est il doit bien y avoir une seule chose sur laquelle je peux agir. Puis je ramène toujours à la métaphore de notre feu de camp. Ce n'est qu'une petite bûche dans le foyer, souvent, ces éléments-là. Fait que, moi, j'essaierais d'enlever les grosses bûches. Ceux qui sont bien démontrés comme ayant un impact sur la douleur. Fait que, par exemple, les habitudes de vie, les perceptions ou notre compréhension de la douleur, notre gestion de nos croyances par rapport à la douleur, l'exposition graduelle aux activités physiques, aux tâches qui sont problématiques, les exercices thérapeutiques. Fait que tout ça, c'est des choses qu'on a de bonnes données. Si j'essayais de construire une pyramide pour amener les gens à régler leurs problèmes, les blocs de base, là, c'est ça que je mettrais là. Et puis là, je m'excuse si je m'en vais complètement ailleurs, là, mais avant qu'on commence à enregistrer, tu parlais de métaphores. Il y a le feu de camp, on en a parlé, mais tu parlais du verre d'eau. C'est en lien avec ça. OK, c'est ça. Parce que je voulais pas qu'on quitte, puisque là, je vois le temps qui file. Faut-tu qu'on parle du verre d'eau? Il faut qu'on parle du verre d'eau. OK, parle-nous du verre d'eau. C'est bien de finir avec ça parce que ça peut partir dans tous les sens quand on essaie de comprendre la douleur, puis quand on essaie de comprendre les facteurs qui sont impliqués là-dedans. Mais moi, j'ai tendance à simplifier ça pour les gens. La métaphore du verre d'eau, c'est pas une théorie qui est publiée, là, c'est plus une façon que j'utilise pour expliquer aux gens, est la suivante. Tu as un verre, puis tu as l'eau. Okay? Quand ton verre déborde, c'est là que tu as de la douleur. Gardons ça simple. Un verre qui déborde, c'est la douleur. Le verre, ça représente quoi? C'est la capacité de ton corps physique et de ton système nerveux à tolérer l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler les stresseurs mécaniques. Stresseurs mécaniques, c'est l'eau qui est dans le verre. Qu'est-ce qui rentre là-dedans? Nos mouvements, nos postures, nos sports, nos mouvements répétitifs, l'ensemble des choses, des contraintes physiques qu'on demande à notre corps, on met un peu d'eau dans notre verre. Plus ton verre est gros, plus tu peux te permettre d'avoir de l'eau dans ton verre. Donc, par exemple, si tu es très bien entraîné, tu es en bonne santé, tu dors bien, gestion du stress optimale, ton verre va être énorme. Tu peux progressivement mettre beaucoup d'eau dans ton verre, puis ça ne va pas déborder. Des fois, il y a des bad luck comme une blessure traumatique qui va arriver, tu te vires la cheville, ça arrive. Okay? Mais là, moi, je parle de douleurs qui apparaissent sans trop de raison. Okay? Fait qu'il y a deux façons d'avoir de la douleur. Soit ton verre, il déborde parce qu'il y a trop d'eau. Donc, tu as fait quelque chose qui est une trop grande demande mécanique pour ton corps. Tu n'es jamais habitué d'être assis, tu avais un métier debout, puis tout d'un coup, tu as un travail de bureau. Tu passes à être 8 heures assis. La tolérance physique du corps, il y a une adaptation à ça. Donc, trop d'eau dans ton verre, tu peux avoir de la douleur. Mais la deuxième façon d'avoir de la douleur, c'est tu as la même quantité d'eau, mais ton verre a rapetissé. Fait que là, les gens ils me demandent qu'est-ce qui fait rapetisser un verre? Ben, les 5 domaines. Okay? Fait que, grosso modo, n'importe quoi qui agit sur un sommeil moins optimal. On donne des exemples. Un sommeil moins optimal, ton verre il diminue. Stress au travail, ça se passe pas bien, ton verre il diminue. Tu t'es pogné avec ton conjoint, ta conjointe, une problématique avec une relation sociale, conflit avec un employeur au travail, ton verre il rapetisse. Tu as eu, je sais pas moi, une hospitalisation pour une chirurgie, puis là, tu es déconditionné, ton verre il rapetisse. Fait que des fois, c'est pas qu'il y a eu plus d'eau dans ton verre. Tu n'as pas nécessairement fait quelque chose qui a amené une blessure physique. C'est juste que la capacité de ton corps et de ton système nerveux à gérer tout ce stress mécanique-là a réduit. Fait que dans le traitement, là, quand on parlait d'intervention, tu as toujours deux leviers sur lesquels tu peux jouer. Tu peux enlever de l'eau dans ton verre quand tu as eu trop de stresseurs mécaniques. Tu as commencé la course à pied, tu es allé trop vite. Tu as commencé à faire de la randonnée, tu es allé trop vite. Tu fais tout ton ménage dans la même journée, puis là, le reste de la semaine, tu es sédentaire. Bien là, tu as trop d'eau dans ton verre. Il faut que tu enlèves un peu d'eau pour revenir à un niveau d'équilibre. Mais la deuxième option, puis des fois, il y a du monde qui n'ont pas le choix de faire ça parce qu'ils ont tellement peu d'eau dans leur verre, c'est d'agrandir le verre. Fait que comment on fait pour agrandir le verre? Bien, tu travailles sur tous les facteurs qui sont les mieux démontrés pour améliorer la résilience du corps à gérer de la douleur. Fait que optimisation du sommeil, habitude de vie, fait que alimentation selon les recommandations qu'on connaît, progressivement de l'activité physique. Tu travailles sur tes cognitions, tes pensées par rapport à ta douleur. Tu essaies de trouver quelqu'un au besoin qui peut t'aider, te coacher là-dedans pour mieux comprendre. Tu réduis les pensées catastrophiques. Tu améliores ta compréhension de ce que c'est ta douleur, puis de comprendre que c'est pas toujours relié à un dommage structurel, ce qui génère de l'optimisme, de la confiance d'aller mieux. Puis tout ça, là, ça augmente ton verre. Puis des fois, les gens n'ont même pas besoin d'enlever d'eau. OK? Puis le verre se rebâtit et les gens arrêtent d'avoir mal.
le nombre de personnes qui vont se reconnaître dans la phrase suivante « Hey, je suis allé en vacances, puis pendant 2 semaines, j'ai pas eu mal. » Il y en a 2 ici. Voilà. Puis qu'est-ce que les gens ils font en vacances? Il y a plus d'eau dans leur verre. Ils marchent plus, ils bougent plus, ils font plus souvent. OK? Des fois, il y en a qui font plus comme des vacances plus sédentaires, relax, si leur mode de vie est très physique. Ça arrive. Mais grosso modo, c'est quoi qui est arrivé en vacances? Ton verre était énorme. Fait que quand tu reviens à la maison, puis là, tu reviens à être assis devant un ordi, tu reviens dans ton stress du travail, tu reviens dans le quotidien puis les frustrations à la maison qu'il y a, ben, tout ça, ça ramène ton verre petit. Fait que ça, c'est un des exemples qui fait toujours rire les gens comme vous. Quand je leur dis, ben, c'est quoi la différence entre tes vacances puis ici? Tu regarde ton mode de vie en vacances, tu regardes le mode de vie ici. Il y a probablement une partie des solutions d'essayer d'amener certains éléments du mode de vie des vacances dans le quotidien, mais là, on s'entend. Facile à dire, difficile à faire. Là. La vie, c'est un beau défi là, en général. Ouais. Fait que c'est pas toujours possible pour les gens de mettre tout en place. Il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes, Alexis. Exactement. C'était fascinant, cette discussion qu'on a eue sur les douleurs chroniques. Je pense que on pourrait pas rêver d'un meilleur mot de la fin. Ouais. On a quand même une petite tradition ici au podcast. Oui. On aime ça, faire un petit tour de table pour résumer un petit peu ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, chaque personne a tour de rôle de dire une chose qu'il a retenue face aux douleurs chroniques. Puis, on aimerait ça te lancer l'invitation pour commencer en premier. Ouais. Toi, ben, tu as tout retenu, c'est sûr. Tu as tout retenu, on espère. Mais je vais faire mon mieux. Une recommandation, une chose à dire au public là, dehors. Là, je peux vous dire une recommandation, puis après ça, peut-être, je pourrais même vous donner quelques ressources pour les gens qui veulent en apprendre plus. Gars, vas-y donc. Vas-y, on est tout oui. Une des choses que je ferais, puis j'essaie de faire la même chose que Sonia Lupien fait quand elle parle de stress. La douleur, c'est utile et c'est nécessaire. Ça nous a servi à survivre dans le temps, OK? Puis, tu sais, là, je m'excite un peu, puis je vais parler de... Il y a une population dans le monde... quelques secondes. Il y a une population dans le monde qui n'ont pas les gènes pour ressentir la douleur, OK? Puis... Pour certains, ce serait comme le rêve ultime, mais cette population-là n'a pas une bonne espérance de vie. Donc, la douleur, c'est utile et c'est nécessaire, OK? Mais des fois, le système douloureux peut être problématique, peut être dysfonctionnel. Puis à ce moment-là, il faut repenser qu'est-ce que c'est que la douleur veut dire et surtout, qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire. Fait que ça, ce serait mon message de conclusion. Et surtout, un message d'espoir que, en général, on n'a jamais tout essayé. Sur ma biographie, sur mon site web, à la clinique, c'est ça qui est écrit, c'est « On n'a jamais tout essayé ». Pour une douleur chronique, il y a toujours quelque chose sur lequel on peut travailler. Fait que ça, c'est mon message clé. Puis maintenant, les ressources, si les gens veulent en savoir plus, il y a quelques lectures quand même intéressantes. Il y a un livre qui est disponible, un livre numérique gratuitement. Ça s'appelle « La vérité à propos de la douleur et rien d'autre » d'un physiothérapeute ontarien, Baram Jam. Il y a le livre « Explain Pain » en anglais, qui, je crois, a été traduit, qui a été écrit par NOI Group, N-O-I Group. Et ça, c'est Lorimer Moseley et David Butler, qui sont 2 chercheurs australiens. Et on a aussi un livre d'un psychologue, Frédéric Dionne, qui s'appelle « Libérez-vous de la douleur », qui est beaucoup en lien avec comment on peut travailler sur nos pensées puis nos cognitions pour accepter la douleur et continuer à s'investir dans une vie significative malgré tout et sans nécessairement dire que la douleur va être là pour rester, des stratégies vraiment en lien avec les pensées puis comment on régule nos pensées par rapport à la douleur. Fait que sinon, il y a le site web de l'Association québécoise de la douleur chronique qui a plein de ressources gratuites et j'invite les gens à écouter le vidéo YouTube qui s'appelle « Comprendre la douleur chronique, adaptation québécoise ». Ça dure 5 minutes avec des petits bonhommes graphiques. C'est le fun. C'est un résumé du podcast entier en 5 minutes. On adore ça. Hey, on va mettre les ressources sur le lien de l'épisode. Là. Inquiétez-vous pas à la maison. Toi, Kev, qu'est-ce que tu retiens? Parce que quand on s'en venait dans le char tantôt, tu parlais de tes bobos. Puis là, c'est ça. Là, toi, qu'est-ce que tu retiens? Moi, je me suis identifié dans beaucoup de choses. OK? Mais je pense qu'à la maison, il va falloir que je change mon mental puis mon approche face à la douleur. Donc, vraiment de changer mes pensées face à la douleur. C'est ce que j'ai retenu le plus, là, d'avoir, au lieu d'avoir des pensées négatives face à ça, d'essayer d'avoir une approche plus positive. Puis le message d'espoir que tu nous as lancé, Alexis, je l'apprécie. Parce que la douleur, elle fait partie de la game. Hein? Ça ne disparaîtra pas. Fait qu'il faut être mieux outillé pour la comprendre, la gérer puis essayer de la prendre en charge. Absolument. Moi, ça fait un peu du pouce là-dessus, mais tu sais, je pense le message justement que, tu sais, oui, il peut avoir une source mécanique, il y en a souvent une, mais que tu n'as pas forcément pas besoin de la modifier, de la changer pour voir une amélioration de la douleur. Donc, effectivement, toutes les interventions au niveau des croyances, des attitudes par rapport à ça, je trouve que c'est encourageant. Puis, ouais, c'est ce que je retiens.
Donc, Alexis, merci. Puis est-ce que je peux... très bons points clés que vous retenez. Je suis content que vous ayez retenu ces 2 points-là. Puis je peux rajouter une ressource, on l'a mentionné en début d'épisode, mais tu animes le balado Parle-moi de santé, tu parles de douleurs chroniques avec une variété d'experts dans plein d'épisodes. Donc, j'invite les gens qui ne te connaissent pas à découvrir cette ressource-là. Exact. Disponible gratuitement sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts. Et voilà. Et sinon, les gens peuvent regarder les pages de réseaux sociaux de Parle-moi de santé, fait que sur Instagram et Facebook. Je fais un petit peu d'éducation, infographie, partage des conseils avec les gens. Puis pour voir son chat une fois de temps en temps. T'sais. Exact, l'apparition d'Hercule de temps en temps. Merci, Alexis, pour ces informations-là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation.